l'objectif de la soirée, enfin, le contenu de la soirée, ça sera donc une présentation qui va durer environ une demi-heure. Et ensuite, on a prévu une demi-heure d'échange et de questions-réponses, faire en sorte que personne ne soit frustré à la fin de la soirée. Et l'objectif, c'est de finir relativement tôt, parce qu'on apprécie tous de finir relativement tôt. Et on pourra commencer. Donc, pour les derniers arrivés, je le reprécise, vous avez les échanges, le fil de discussion pour l'ensemble des échanges que vous souhaitez avoir entre vous. Et vous avez un onglet juste à côté Q et R qui signifie questions et réponses. Et seules les questions et les questions qui sont posées dedans seront traitées. Voilà. Donc je reprécise bien encore une fois, Q et R, c'est uniquement, ça sera uniquement pour poser les questions aux intervenants. Pour dire bonsoir, etc., c'est le fil de discussion, c'est dans l'onglet d'à côté, discussion. Alors, je vais vous proposer de commencer. Donc, merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Donc, c'est un webinaire dont le sujet est le programme ICOP, avec en particulier le repérage d'ICOP. Les URPS des masseurs kinésithérapeutes de l'ensemble de la France ont lancé un défi que nous avons nommé le défi 10 000 ICOP, sous le hashtag défi 10 000 ICOP, que vous pouvez retrouver aussi sur les réseaux sociaux, qui a été lancé le 17 janvier. Donc l'objectif est bien d'atteindre ce chiffre de 10 000 et on verra tout à l'heure où est-ce qu'on en est. Je laisse un petit peu le suspense. Et on trouve ça important de pouvoir refaire un point sur ce qu'était le programme et aussi ce qu'était le défi. Donc ce soir, nous avons vraiment la chance. Alors d'abord, excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Damien Olivron et je suis le responsable du projet. Je suis secrétaire général à la FFMKR, chargé du grand âge et de l'autonomie, et je suis référent de la commission kinésithérapie et vieillissement à l'URPS d'Occitanie. Et donc, ce que je vous disais, c'est que ce soir, on a vraiment la grande chance que le professeur Bruno Velas ait pu se libérer. Je tiens à le remercier très vivement de s'être libéré et de son soutien, qui soutient activement donc ce défi. Le professeur Bruno Velas est il est le responsable du Gérontopole de Toulouse, qui est le centre collaborateur de l'OMS pour la fragilité, la recherche clinique, et il s'occupe aussi de la formation en gériatrie et du programme ICOP. Nous avons aussi présent Justine Duquerimel, qui est chef de projet à l'équipe régionale vieillissement prévention de la dépendance au Gérontopole de Toulouse, et elle pourrait répondre à toutes vos questions, en particulier techniques, puisque je sais qu'il peut y en avoir sur l'application ICOP Monitor, ainsi que sur le déploiement des steps 2, 3 et 4. Et nous avons aussi la présence du docteur Christine Lafont, qui est gériatre, MPR, au Gérontopole de Toulouse, et chargée de la formation du programme ICOP. Professeur Velas, je vous laisse la parole. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Comme l'a dit Damien Olivon, on va essayer de ne pas vous frustrer, mais aussi de ne pas être trop long, car on a tous une longue journée de travail, donc on aura terminé un peu avant 21h30. Donc, je vais vous parler du programme ICOP. Donc, si on peut avoir les premières diapositives. Donc, un élément qui est important, c'est que pour l'Organisation mondiale de la santé, on va passer à la diapo 2. Voilà, pour l'Organisation mondiale de la santé, vieillir en santé, pour l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas ne pas avoir de maladie, car on peut avoir des maladies à tous les âges de la vie, mais c'est garder ses fonctions pour continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre vous. Donc, vous voyez que le kinésithérapeute va avoir un rôle très important quand la définition pour l'OMS de vieillir en santé, c'est garder ses fonctions, car les kinésithérapeutes sont les premiers à intervenir à ce niveau-là. Donc, garder ses fonctions pour continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous. Donc, l'OMS a réuni toutes ces divisions et pendant 3 ans, ils ont refait le point de toute la littérature, de 500 publications d'évidence-based médecine, et ils ont sélectionné 6 fonctions qui sont indispensables à maintenir si on veut continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous. Donc, ça va être la mobilité, la nutrition, la vision, l'audition, la cognition
et le bien-être psychique. Donc, c'est 6 fonctions qu'il faut maintenir chez toutes les personnes quand elles avancent en âge. Alors, prochaine diapositive. Comme vous le voyez, on s'est surtout en gériatrie occupé des sujets dépendants, mais quand on est dépendant, on voit les problèmes qu'il y a en EHPAD. Ce stade est irréversible. Il faut bien sûr continuer à s'occuper des dépendants, mais c'est extrêmement difficile. À une autre époque, on s'est occupé des fragiles, et c'est vrai que les fragiles, c'est déjà un progrès parce qu'on va pouvoir éviter à un certain nombre de fragiles de devenir dépendants. Mais les fragiles, ils ont déjà souvent perdu 3 à 4 fonctions. Ils ont en moyenne d'âge 84 ans, donc ce n'est pas évident. Donc l'idée du programme ICOP, c'est d'éviter aux robustes de devenir fragiles et aux fragiles de devenir dépendants. Donc on va avoir une population qui est beaucoup plus large. Prochaine diapositive. Donc le programme ICOP, il présente 5 étapes. La première étape, c'est le repérage. Donc on va évaluer toutes ces fonctions. Cela peut être fait par le senior lui-même ou par un professionnel de santé. Et donc, on travaille avec le gouvernement pour la rémunération et la sécurité sociale des professionnels de santé pour pouvoir faire ce step 1. Ensuite, quand il y a une anomalie, on va pouvoir passer au step 2. Et là également, il y a un financement sur lequel on travaille pour financer ce step 2. Alors, quand il y a une anomalie, la mobilité, on va essayer de comprendre pourquoi. Quand il y a une anomalie, la nutrition, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, souvent, ça va être une association entre un problème médical, mais aussi parfois un problème social ou environnemental. Puis après, il va falloir élaborer un plan de prévention personnalisé. Ça va être important de monitorer ces fonctions et qu'on ait une implication des collectivités. Et l'action qu'on fait actuellement, elle peut se mettre à ce niveau-là avec l'URPS Kiné, qu'on ait une implication des collectivités pour ce programme ICOP de vieillissement santé. Alors, ce qui est important, vous avez beaucoup entendu parler du plan grand âge qui a été retardé, qui n'a pas avancé. C'est vrai que dans le plan grand âge, il y a beaucoup de blablabla, alors que l'OMS, avec le programme ICOP, nous donne un cheminement, ce qui intéresse énormément actuellement donc les personnes qui sont aux commandes des politiques de santé. Alors, prochaine diapositive. On va le voir en détail. Alors, cet outil qu'il faut apprendre à faire, qui peut se faire à une dizaine de minutes, pour lequel on a un certain nombre d'outils digitaux, on va le voir. Quand on le fait pour la première fois, c'est un peu long, mais quand on l'a déjà fait 4, 5, 6 fois, ça devient comme un automatisme. À peu près tout ce que vous avez appris à faire, c'était difficile au début, puis quand vous avez l'habitude de le faire, c'est comme un automatisme, ça se fait rapidement. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à faire, et que quand vous êtes un professionnel de santé, il faut apprendre aussi à l'interpréter. Alors, par exemple, pour la cognition, on demande au sujet s'il a des troubles de la mémoire. On demande si les troubles de la mémoire se sont aggravés, parce que c'est une notion importante. Quand quelqu'un a un trouble de la mémoire depuis 10 ans, on peut être rassuré. Puis, on va étudier, on va demander au sujet d'apprendre 3 mots qu'on va lui redemander dans un petit moment pour voir s'il est capable de les redire. Et puis, on va avoir une question sur l'orientation. Alors, ça peut arriver qu'on ne se souvienne pas le jour du mois, par exemple, qu'on est le 8 mars, mais si quelqu'un, par exemple, ne se souvient pas qu'il est mardi, là, le jour de la semaine, là, c'est inquiétant et il faudra dire au sujet d'aller voir son médecin traitant. Par contre, si tous ces thèmes sont normaux, le sujet a très peu de risque de présenter une perte sévère de la mémoire dans les années qui viennent. Pour la nutrition, on regarde si le sujet a perdu du poids de façon involontaire, plus de 3 kg ces 3 derniers mois, et on regarde s'il y a une perte d'appétit. Alors, vous avez un patient, s'il n'y a pas de perte d'appétit et pas de perte de poids, le sujet ne sera pas dénutri. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Par contre, s'il y a une perte d'appétit, il peut après y avoir une perte de poids, puis une dénutrition, et plus on va agir tôt, plus on sera efficace. Pour la cognition, comme vous voyez ici, il y a le rappel des 3 mots. Si quelqu'un retrouve les 3 mots, il a très peu de risque de perdre la mémoire dans les années qui viennent. Si par contre, il en récupère qu'un ou 2, là, il faut vraiment lui dire d'aller voir son médecin traitant. Ensuite, il y a des questions pour voir si le sujet est suivi, mais le plus souvent, ils sont suivis au niveau de la vue. On voit peu de problèmes. L'audition, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont suivis, mais d'autres non. Ensuite, on a l'humeur. Alors, pour l'humeur, il y a 2 questions qu'il faut poser, qui ont été retenues par les experts de l'OMS. C'est au cours des 2 dernières semaines, est-ce que vous êtes senti déprimé ou sans espoir? Et est-ce que vous avez perdu l'envie de faire ce que vous aimiez faire? Et là, si quelqu'un répond non à ces questions, il ne sera pas déprimé. Si quelqu'un répond oui, il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi. Ils ne sont pas tous déprimés, un certain nombre le seront, mais on peut faire des actions pour les aider. Vieillir en santé, quand on se sent déprimé et qu'on a perdu l'envie de faire ce qu'on aimait faire,
ça va être très difficile. Donc, c'est un item important. Et puis, il y a la mobilité. Alors, pour la mobilité, le thème qui a été retenu, c'est le lever d'une chaise, 5 fois en moins de 14 secondes. Est-ce que le sujet est capable de faire ça sans céder des bras? Et s'il n'est pas capable de faire, on va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a une fonte musculaire ou sarcopénie? Est-ce qu'il y a des problèmes d'arthrose? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes de coordination? Et là, on retombe tout à fait dans le métier que vous connaissez. Prochaine diapositive. Alors, la cible, c'est tous les sujets de plus de 60 ans. Donc, vous voyez, elle est très large. Donc, dans votre cabinet, quand quelqu'un vient pour une arthrose, quelqu'un vient pour des massages, quelqu'un vient pour quelque chose au niveau de la douleur, ils peuvent en bénéficier. C'est bien sûr pas les sujets qui sont dépendants. Donc, les kinésithérapeutes sont reconnus comme des personnes pouvant faire donc, ce step 1 et aussi le step 2, on va y revenir. Et ça peut être fait donc, dans vos cabinets et dans le libéral, avec une tarification qui va être prévue, qui est déjà prévue dans certains endroits, qui sera prévue dans d'autres, pour lequel on a cette expérimentation avec l'URPH. Prochaine diapositive. Alors, il y a des outils. Alors, c'est important d'avoir des outils digitaux parce que c'est ça qui fait l'intérêt, parce qu'avec ces outils digitaux, les données vont être stockées dans une base de données qui est faite pour des données médicales et on pourra voir quand un sujet décline. Donc, vous allez pouvoir suivre les patients qui sont également dans votre clientèle. Alors, on a un outil que vous pouvez sortir du téléphone. Il suffit de taper ICOP Monitor pour avoir cette application. Donc, il faut ICOP Monitor ou alors un robot conversationnel. C'est un peu plus long, le robot conversationnel. Ça, c'est quand les seniors veulent faire une auto-évaluation eux-mêmes. Vous pouvez avoir des seniors qui font une auto-évaluation et qui vont venir vous voir parce qu'ils ont un problème de mobilité. Mais l'application ICOP, alors la première fois, un certain nombre d'entre vous l'ont fait une fois, vous avez fait le plus dur. Parce que quand vous le ferez une seconde fois, ce sera encore plus rapide, une troisième fois encore plus rapide, et au bout de 5 fois, vous le ferez en quelques minutes. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre à utiliser ces outils comme vous l'avez appris pour tant d'autres. Prochaine diapositive. Donc, on a ensuite quelques réponses qui vont venir sur la personne et surtout, vous, ce qu'il vous faut en tant que professionnel de santé, c'est interpréter le test. Donc, je vous l'ai dit, si quelqu'un n'est pas capable de se souvenir du jour de la semaine, par exemple qu'on est mardi, si quelqu'un commence à perdre du poids ou de l'appétit, si quelqu'un se sent déprimé, si quelqu'un a un trouble au niveau de la mobilité, il faudra intervenir, on pourra faire ce qu'on appelle l'étape 2. Prochaine diapositive. Alors, vous voyez ici le modèle. Donc, vous avez les outils. Ça peut être fait par un professionnel de santé, dont les kinésithérapeutes, les médecins, etc. Ça peut être fait par le senior lui-même. Ensuite, il y a ces données qui vont au niveau d'une base de données. Vous pourrez les suivre, vos patients. Et quand vous avez un patient qui s'aggrave, vous pourrez intervenir à nouveau et rapidement. Après, l'étape 2 va vous être présentée par le docteur Lafont, notamment qu'est-ce qu'il faut faire quand on observe pour vous un trouble de la mobilité ou un trouble de la nutrition, qui sont des domaines où vous pouvez agir. Également, un trouble de l'humeur. Vous avez une personne qui est seule, le fait de sortir à nouveau, avoir des activités, ça va l'aider et elle peut aller mieux plus tard sans qu'on ait besoin de donner un traitement d'antidépresseur pour faire un plan de prévention personnalisé. Prochaine diapositive. Alors, quelques chiffres qu'on a actuellement avec ICOP. En général, prochaine diapositive, vous verrez après les… Alors, nous avons actuellement 17 636 qui sont seniors qui sont suivis par ICOP. On a commencé ça beaucoup en Occitanie, mais ça va se développer d'un point de vue national, car on a eu la ministre des Personnes âgées, la ministre du Sport qui sont venus nous voir il y a une dizaine de jours. Notre but en Occitanie, c'est de suivre 200 000 personnes d'ici 2025. Ça veut dire qu'en France, il faut qu'on suive 2 millions de personnes avec ICOP d'ici 2025. Le but d'ICOP, pour l'OMS, c'est de diminuer de 15 000 le nombre de dépendants d'ici 2025. 2025, on va y être vite. De 15 millions, le nombre de dépendants dans le monde. Si on considère que la France, c'est 1% des seniors, ça fait 150 000 dépendants en moins en France d'ici 2025. 150 000 dépendants en moins, ça voudrait dire 1800 maisons de retraite qu'on n'aurait pas besoin de créer parce qu'on va pouvoir agir plutôt au niveau de la prévention. Donc, on a fait déjà 30 000 step 1, vous le voyez,
Et il y a près de 2000 STEP 2 qui ont été réalisés. 5290 professionnels de santé ont téléchargé l'application et 2800 à peu près ont été formés. Donc, vous voyez, c'est une action de grande envergure. Ce qui est important si on veut prévenir la dépendance, et maintenant la population est prête parce que les seniors savent d'une part qu'ils ont 20 ans d'espérance de vie qui peut être en bonne santé, mais aussi ils savent, ils ont tous vu un des proches qui est devenu dépendant et qui a dû aller en EHPAD. Donc, ils ont ce paradoxe, ils savent qu'ils peuvent vivre en santé, mais ils connaissent ce qu'est la dépendance chez un proche, donc ils sont sensibilisés. Et quand on parle du programme ICOP et qu'on leur dit c'est pour vous vieillir en santé et continuer à faire ce que vous avez envie de faire, je ne sais pas si on a la diapo, mais il y a un taux de satisfaction qui est autour de 80% quand vous présentez ICOP à votre patientèle. Prochaine diapositive. Donc ça, c'est les résultats sur des 10 000 premiers sujets. Donc, vous voyez, au niveau de la mobilité, il y en a 34%. Donc, il y a 3 767 sujets où, par ICOP, on a vu qu'il y avait une difficulté pour se lever d'une chaise en moins de 14 secondes 5 fois. Et donc, là, il va falloir faire une évaluation plus approfondie. Et parmi ceux-là, il y en a 12% qui sont incapables de le faire. Donc, c'est des sujets qui ne sont pas encore dépendants, qui n'ont pas encore perdu la mobilité, mais qui sont fortement à risque et pour lesquels il faut agir. Il y en a 18% qui ont une perte de poids, donc là aussi, il y a des conseils qu'on pourra donner. Et il y en a 38% qui ont ce trouble de l'humeur. C'est vrai que le contact, notamment avec les professionnels de santé, est extrêmement important. Alors, prochaine diapositive. Donc, avant de donner la parole, là, je donne la parole à Christine Lafont. Il y a cette diapo qu'on n'a pas ici, mais qui montre la satisfaction, c'est très important. Donc, 80% des personnes à qui on a fait ICOP se considèrent satisfaits et très satisfaits par ce programme. Surtout qu'après, l'évaluation, ils peuvent continuer à la faire chez eux. Et si quelqu'un, par exemple, est capable de se lever d'une chaise 5 secondes à nouveau, et qu'après qu'un jour, il est plus capable de le refaire, il pourra revenir vous voir rapidement quand il y aura un problème, ou en parler avec les médecins traitants. Je laisse la parole maintenant à Christine. Bonsoir. Je vais donc essayer de répondre à la question que vous voyez ici. Que proposer si l'on constate une anomalie à l'étape 1? Lorsque l'on constate une anomalie à l'étape 1, il faut réaliser une évaluation approfondie. Et cette évaluation approfondie ne peut être réalisée que par un professionnel de santé qui est un professionnel formé. Donc, on va avoir deux cas de figure. On peut avoir une altération d'un domaine ou de plusieurs domaines lors de la première évaluation, mais on peut aussi voir apparaître la détérioration d'un ou plusieurs domaines dans deux évaluations qui sont des évaluations successives. Voici à quoi ressemble l'évaluation approfondie. Vous voyez que cette évaluation approfondie s'appuie sur un certain nombre d'outils. Ce sont des échelles qui sont des échelles validées et ces échelles sont empruntées à l'évaluation gérontologique standardisée. Par exemple, pour la cognition, on va utiliser le MMSE ou le MOCA-test. Pour la mobilité, on utilisera la batterie courte de performance physique, SPPB. Pour la nutrition, on va utiliser le Mini Nutritional Assessment. Pour la vision, on va utiliser une échelle d'acuité visuelle de loin et de près, qui est l'échelle de Snellen. Pour l'audition, un audiogramme. Et pour la psychologie, on utilisera une échelle de dépression, qui est l'échelle PHQ-9. À cette évaluation gérontologique, qui est une évaluation globale, on va associer, domaine par domaine, la recherche des pathologies associées. La recherche des pathologies associées, ça veut dire que l'on va rechercher des pathologies qui sont susceptibles d'expliquer l'altération de la fonction ou des pathologies chroniques qui peuvent être considérées comme des facteurs de risque. Enfin, domaine par domaine, on fera également une évaluation des besoins sociaux et environnementaux. À titre d'exemple, j'ai donc choisi de vous présenter l'évaluation approfondie de la motricité, puisque c'est l'évaluation approfondie à laquelle vous allez être le plus souvent confronté. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'on va passer à l'évaluation approfondie lorsque le sujet
n'a pu effectuer le test de levée de chaise, c'est-à-dire quand il n'a pas pu se lever 5 fois de suite d'une chaise, ou lorsqu'il a mis trop de temps pour se lever, c'est-à-dire lorsqu'il a mis plus de 14 secondes pour réaliser le test. Ici, l'évaluation va être réalisée à l'aide du SPPB. Je vous ai dit, c'est la batterie courte de performance physique. Ce test est un test composite qui comporte 3 épreuves. Tout d'abord, un test de marche départ arrêté sur une distance de 4 mètres, le test du lever de chaise que l'on va retrouver ici, et un test d'équilibre dans 3 situations de difficulté croissante, c'est-à-dire debout, pieds joints, puis debout, un pied légèrement décalé devant l'autre, c'est la position semi-tandem, et enfin, un pied devant l'autre, c'est la position tandem. Chacune de ces épreuves a un score qui est de 0 à 4 selon les difficultés rencontrées par le sujet. De sorte que le score global du SPPB, qui est un score additif, est un score compris entre 0 et 12 points. Lorsque le sujet obtient au SPPB un score compris entre 10 et 12 points, on considère que la mobilité de ce sujet est normale et on va lui prodiguer un certain nombre de conseils qui sont des conseils d'hygiène de vie de manière à ce qu'il maintienne une mobilité normale. Lorsque le SPPB a un score compris entre 0 et 9 points, on considère que le sujet a une mobilité réduite. Dans ce cas-là, on va rechercher les pathologies associées, c'est-à-dire les pathologies qui peuvent expliquer cette perte de mobilité. On va regarder si le sujet a une douleur, s'il présente des troubles neuro-orthopédiques ou rhumatologiques. On va regarder si le sujet est fragile et on va pour cela utiliser les critères de Fried. On va regarder s'il existe une sarcopénie. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, mais vous pouvez aussi utiliser la force de préhension. Si la mobilité n'est pas altérée du fait des effets secondaires d'un médicament, et enfin, un sujet qui est à risque de chute. Et pour cela, vous allez utiliser les tests que vous avez l'habitude d'utiliser, qui sont la station unipodale, le tug, la marche en pas. Parlant, etc. Environnementaux, ça veut dire ici rechercher les facteurs Christine Lafont, on a un problème de son. environnementaux qui sont des facteurs à la mobilité. Et pour cela, vous pouvez vous référer au plan anti-chute du gouvernement. Enfin, on va également regarder si le sujet a besoin d'une aide technique de marche, la choisir et l'adapter. C'est l'ensemble de tous ces éléments qui vont conduire à la réalisation, à l'élaboration d'un plan qui sera soit un plan de soins, soit un plan de prévention. L'étape 2 en pratique va donc être mise en place lorsqu'il y a une anomalie à l'étape 1 de dépistage, l'étape 1 initiale ou l'étape 1 de suivi. Cette évaluation approfondie, elle peut être réalisée par un médecin traitant selon sa pratique habituelle. Il peut aussi être aidé par la télémédecine, que ce soit la téléconsultation ou la téléexpertise. Certaines infirmières sont des infirmières en gérontologie qui sont formées pour réaliser l'étape 2, mais on peut imaginer que les professionnels de santé soient formés en fonction de certaines compétences et par exemple, le kinésithérapeute est tout à fait armé pour effectuer le bilan de mobilité. Il peut également intervenir assez facilement sur la nutrition ou sur l'humeur du sujet. Enfin, il faut savoir que cette étape 2, elle peut aussi se situer dans le cadre de l'exercice de soins coordonnés, c'est-à-dire que plusieurs professionnels peuvent collaborer
pour réaliser une partie de l'évaluation. Cette étape 2, cette étape d'évaluation approfondie, eh bien, elle est réalisable tout à fait dans les soins primaires. Lorsque on a réalisé l'étape 2, cette étape 2 va permettre d'élaborer un plan de soins. Alors, je ne vais pas vous donner le plan de soins pour la mobilité, ni le plan de soins pour l'ensemble des fonctions. Je vais vous donner les grandes idées qui concernent ce plan de soins. Tout d'abord, il faut savoir que c'est une intervention qui est une intervention spécifique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de plan de soins prêt à l'emploi. On n'a pas d'algorithme qui permette d'établir des plans de soins. Ces plans de soins, ils vont être ciblés. Ils vont avoir pour cible la fonction qui est la fonction altérée. Ils vont être gradués, c'est-à-dire qu'on va tenir compte de l'importance de l'altération de la fonction considérée. Enfin, les interventions seront hiérarchisées, c'est-à-dire que lorsqu'on prévoit de demander à un patient de mettre en place 2-3 actions, on va essayer de lui indiquer quelle est l'action qui est la plus importante de manière à essayer d'obtenir l'adhésion au plan de soins. Il faut savoir que ce plan de soins, il doit aussi intégrer l'ensemble des données de l'évaluation, c'est-à-dire qu'on doit voir quelles sont les cibles, c'est-à-dire les points négatifs, mais il faut également céder des points positifs. Il faut tenir compte des souhaits et des aspirations de la personne qui peuvent être utilisés comme bras de levier pour faire adhérer le sujet et obtenir l'observance du plan de soins. Enfin, il faut s'appuyer sur les ressources de proximité, ce qui est au plus près du patient. On peut aussi faire appel à des nouvelles technologies, et par exemple, dans le domaine de la nutrition, il existe des applications. Il existe des applications aussi dans le domaine de l'activité physique, comme l'application Vivifray. Et dernier point, il faut surtout retenir que le patient doit être acteur de sa prise en charge, c'est-à-dire qu'il doit avoir une place centrale dans ce programme et on doit essayer à tout prix de le rendre proactif. La quatrième étape, c'est une étape de suivi, c'est-à-dire que les professionnels de santé qui ont fait l'évaluation, qui ont élaboré le plan de soins, eh bien, doivent s'informer auprès du patient pour voir s'il a bien mis en place ce plan de soins. Donc, la plupart du temps, le suivi est simple dans 90% des cas et sur un simple coup de téléphone, on va voir si le sujet rencontre quelques difficultés pour mettre en place le plan de soins et on va pouvoir l'aider parce que les freins seront peu importants. Il va rester 10% de sujets qui seront des sujets avec des situations dites complexes. Ce sont des sujets qui vont avoir, par exemple, l'effondrement d'une grande fonction, l'effondrement de la cognition, ou bien ce sont des sujets qui vont avoir un nombre important de fonctions touchées, mais avec des altérations légères de ces fonctions. La plupart du temps, ces sujets seront vus par des gériatres ou par des spécialistes d'organes qui vont déterminer un parcours de soins. Eh bien, le suivi de ce parcours de soins incombe tout de même au médecin traitant et aux soignants du premier recours. Enfin, il faut considérer que dans le suivi, il y a aussi les réévaluations. Vous savez que le dépistage, il doit être reconduit tous les 6 mois à 1 an. Donc, ces réévaluations, elles font également partie du suivi. Ces réévaluations, on a plusieurs manières de les faire. La manière idéale, c'est d'apprendre le sujet à s'auto-évaluer. C'est-à-dire qu'il va devenir proactif, c'est lui qui fera tous les 6 mois ou tous les ans ses auto-évaluations et il recevra pour cela une notification sur son téléphone portable qui lui indiquera la date de la nouvelle évaluation. S'il n'arrive pas à faire l'auto-évaluation tout seul, on peut considérer qu'il peut s'appuyer sur un proche, un membre de sa famille. Et dans le dernier cas, si cela est impossible, on va avoir recours de nouveau aux professionnels de santé pour réaliser les réévaluations. L'étape 5 est une étape qui est un petit peu plus éloignée de notre pratique. D'abord, ce n'est pas une étape chronologique. C'est une étape qui est totalement transversale. Dans cette étape, il y a l'implication de la collectivité, le soutien aux aidants. Cela signifie que la collectivité se doit
de permettre à ses aînés de vieillir en bonne santé. Et pour cela, elle doit apporter les moyens nécessaires. Les moyens nécessaires, c'est une politique de santé pour les seniors et pour les aidants. Ça veut dire être capable d'informer, de faire la promotion de la santé, de développer des offres de soins, des offres de services, d'aménager le territoire. Ceci sous-entend des budgets, des investissements, des lois et des plans gouvernementaux. Pour conclure, je voudrais vous faire remarquer que ICOP, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour permettre au plus grand nombre de vieillir en bonne santé. En effet, ICOP apporte à des sujets à risque un suivi continu avant que ne survienne le déclin total d'une fonction. Et c'est à ce stade que la prévention va être la plus efficace. ICOP, c'est aussi une opportunité pour réformer en profondeur notre système de santé avec une place plus importante pour la prévention, une amélioration du lien ville-hôpital et davantage d'exercices de soins coordonnés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ICOP est inscrit dans une expérimentation nationale qui est portée par le ministère de la Santé. Et maintenant, je vais faire un petit focus sur le défi des kinésithérapeutes, sur l'action coup de poing des kinésithérapeutes et vous montrer quelques chiffres qui vous intéressent tout particulièrement. Voilà une extraction que nous avons faite il y a peu de temps, le 7 mars 2022, et je tiens à vous féliciter parce que les résultats sont vraiment excellents. 2291 masseurs kinésithérapeutes se sont inscrits à l'application ICOP Monitor et 2000 sont inscrits depuis l'action coup de poing. 760 kinésithérapeutes se sont, depuis le début de l'action, formés à l'étape de dépistage en replay. Le défi, c'était 10 000 dépistages ICOP. Aujourd'hui, 3 000 étapes 1 ont été réalisées par vos soins. 1900 kinés ont réalisé un petit nombre de dépistages, un trop petit nombre de dépistages. Et là, je pense que l'on peut envisager des efforts de la part de chacun. Et 102 masseurs kinésithérapeutes ont réalisé plus de 10 dépistages, c'est-à-dire qu'ils sont devenus experts. Quel est le hit parade des départements? Alors, le hit parade des départements, eh bien, vous voyez, celui qui gagne la palme, c'est l'Hérault. L'Hérault qui va être suivi de La Réunion, puis du département du Nord et du Bas-Rhin. Si maintenant, on regarde les régions, alors il y a deux régions qui sont en train de faire la course. C'est l'Occitanie qui dépasse de peu la région du Grand Est. Vient après l'Auvergne-Rhône-Alpes et puis on trouve toujours après la Réunion. Voilà, maintenant on va passer à la pratique et je vais laisser la place à Justine Le Thierry. Merci. Alors, vous pouvez toujours vous former au step 1, à l'étape 1. On a fait un replay avec 3 vidéos, l'une sur le programme ICOP, l'autre sur la passation du step 1 et enfin sur la gestion d'alerte. Pour pouvoir vous former au step 2, donc actuellement, on a un e-learning qui est ouvert, qui est l'équivalent de 6 heures. Vous pouvez vous inscrire, vous contacter Madame Berbon, les coordonnées sont là-dessus. Mais à partir du 18 avril, on va ouvrir une nouvelle plateforme de e-learning dans le cadre de l'expérimentation nationale, où là, il y aura une formation donc, gratuite en e-learning sur le step 1, la gestion d'alerte, et le step 2. Donc, vous pourrez, à partir du 18 avril, vous former à travers cette plateforme. En région Occitanie, si parmi vous, vous êtes en Occitanie, n'hésitez pas à nous contacter pour des sessions personnalisées à l'échelle d'une CPTS ou d'une MSP. Donc, si vous souhaitez un accompagnement sur site avec du tutorat, on a des personnes de l'équipe qui peuvent se déplacer, vous montrer les outils numériques, vous aider à réaliser un step 1 et vous montrer comment on peut communiquer auprès du senior.
Ensuite, donc là, on a mis un petit récapitulatif de toutes les boîtes, de tous les outils que vous avez à votre disposition. Donc, on a mis en place une vidéo de présentation du programme, enfin, de l'application iCop que vous pouvez diffuser, par exemple, dans vos cabinets. On a aussi la réalisation, la vidéo d'une réalisation de l'étape 1, du lever de chaise. Comment on s'inscrit en tant que professionnel de santé? Si vous rencontrez des difficultés, on a mis en place des tutoriels. Des plaquettes qu'on peut vous envoyer aussi, que vous pouvez télécharger. Tous ces outils sont à votre disposition. Voilà, et je crois que du coup… Justine, est-ce qu'on pourrait voir la petite vidéo là, qui dure 1 minute? Oui, normalement, on peut. Si on peut la voir, ça montre bien à tout le monde ce qu'est iCop. J'ai l'impression qu'on a une connexion un peu longue. Un peu faible. Ouais. Vous avez le son? Oui, oui. Oui, c'est bon, c'est bon. Moi, je veux continuer à taquiner la truite le plus longtemps possible. Continue à taper le carton avec mes vieux amis. Conserver le bonheur de plonger dans un bon bouquet. Rouler, profiter, poursuivre ma route. Rester gourmand et profiter de ma famille le plus longtemps possible. Alors, même si tout va bien, évaluez régulièrement vos capacités personnelles avec iCop Monitor. Au moindre déclin, auditif, cognitif, visuel, moteur ou en cas de perte d'appétit ou trouble de l'humeur, une alerte est envoyée. Une infirmière vous rappelle pour confirmer ou infirmer la perte de fonction. Si celle-ci est avérée, votre médecin traitant est informé et vous propose un plan de soins adapté à votre projet de vie avec le recours de spécialistes si besoin. Une application qui permet d'être acteur de sa santé et de continuer à vivre comme vous le souhaitez. iCop Monitor pour préserver vos capacités et continuer à faire ce qui est important pour vous. Ben, merci beaucoup. Le son était un petit peu entrecoupé, mais on a très bien compris. On voit bien que la connexion Internet est à son maximum de débit, mais ça s'est très bien compris. Merci beaucoup, Justine. Encore quelque chose à rajouter ou pas? Oui, juste pour finir, l'exemple donc de financement qui sont expérimentés pendant 3 ans sur certains territoires à l'échelle de CPTS ou au niveau de toute la région Occitanie pour nous. Donc, comme vous le voyez, en fait, et c'est ce que vous pouvez percevoir à travers votre syndicat, 18 € pour la passation du step 1. Ensuite, pour l'étape 2, pour l'évaluation approfondie, en fonction du territoire d'expérimentation, ça peut être un forfait de 53 € ou bien un forfait qui est modulé en fonction du nombre de fonctions qui est évalué. Donc, pour une fonction évaluée, ça va être 20 €, pour 2 fonctions évaluées, 40 € et 3 fonctions en plus, 60 €. En région Occitanie, l'ARS qui nous soutient a prévu un financement d'une réunion de concertation entre la personne qui a fait l'évaluation et le médecin traitant. Et en plus, dans le cadre de l'expérimentation nationale, il y a la restitution du plan de soins sous la forme d'un entretien motivationnel avec le patient qui sera rémunéré 21 €. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va être mis en place pendant 3 ans et qui est un financement article 51 pour donc certains territoires de la région PACA, ARA, Corse, tout le département, la région du Pays de la Loire et toute la région d'Occitanie. Voilà, donc on a terminé de notre côté, on est disponible pour vos questions. Alors, merci beaucoup. Alors, il y a déjà des questions qui ont été posées, comme quel retour de test ont les patients et que se passe-t-il après? Je crois qu'on y a répondu, mais la question a été posée avant. Aussi, comment on peut se former à l'étape 2? Je crois qu'on y a répondu. Je vous rappelle que pour poser les questions, écrivez-les dès maintenant dans l'onglet Q et R. Et donc là, il y a une question qui est: le projet iCop est en cours de déploiement en région Centre-Val de Loire avec l'espace régional du vieillissement et du maintien de l'autonomie. Si la réalisation du step 1 est rendue possible pour tous les professionnels de santé, il est prévu donc dans cette région de ne former que les médecins et les infirmiers en pratique avancée pour les étapes suivantes, notamment le step 2. Et cela donc semble à Guillaume Rahl, qui est président du SNMKR, très dommage de ne pas ouvrir à d'autres professionnels, dont les kinésithérapeutes. Qu'en pensez-vous? Alors, ce qu'on peut dire là, c'est que l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt qui a été conçu
par le ministère de la Santé et la Sécurité sociale a inclus les kinésithérapeutes. Donc, cet AMI, qui est pour l'instant expérimental dans certaines régions, comme vous l'a dit Justine de Kérimel, mais qui doit s'étendre dans la suite, parce que ce qui est très important dans ce programme ICOP, c'est que pour la première fois, on paie pour la prévention. Vous voyez, et c'est ce qu'il faut qu'on fasse dans l'avenir, tout le monde en est convaincu. Donc, les kinésithérapeutes sont inclus dans l'expérimentation nationale. Donc, c'est pour ça que c'est important, ce programme, parce que si vous le faites et que vous démontrez que vous arrivez à le faire, c'est vous qui le ferez plus tard. Merci de la réponse. Oui, donc il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas intégré. C'est simplement dans cette expérimentation que c'est important que les kinés, maintenant qui ont montré qu'ils pouvaient s'investir, simplement le faire savoir. Je pense qu'on voit bien que le défi peut aider à le faire savoir. Et ils peuvent faire l'évaluation approfondie. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. C'est le step 1 et le step 2. Le step 1 et le step 2. Lionel Husson nous demande, il nous dit qu'il entend bien que le programme ICOP est un programme international, mais il trouve dommage que la qualité du sommeil n'ait pas fait partie des items. Alors, c'est de l'évidence-based medicine, c'est-à-dire que comme facteur prédicteur de dépendance, ont été retrouvées les 6 fonctions dont je vous ai parlé et n'a pas dû être retrouvé le sommeil. Donc, c'est important, mais ce n'est sans doute pas un facteur prédicteur vers la dépendance. Le but d'ICOP, c'est de prévenir la dépendance. Pour vous rappeler, on avait une stagiaire qui avait fait une thèse de sciences, elle s'était faite embaucher dans une maison de retraite sans le dire, et la dépendance, elle disait, c'est quand on est plus capable de décider quand on va se lever, comment on va s'habiller, qu'est-ce qu'on va manger à midi, ni même quand on va faire quelques pas dans le couloir. Donc, vous voyez, c'est un domaine qui est extrêmement pénible et le prévenir, c'est un enjeu majeur. Donc, c'est pour ça que ces fonctions, c'est de l'évidence-based medicine. Ça a été retenu par les experts de l'OMS et qu'il y avait plus de données sur ces fonctions. Merci beaucoup. Mais le sommeil, il reste cependant important, mais mesuré. Oui, mais je crois que c'était clair. Merci beaucoup. Alors, Stéphane Morales nous demande comment fonctionne la gestion d'alerte. Alors, la gestion d'alerte, c'est-à-dire que si, par exemple, vous faites chez une centaine de vos patients cet élément, le step 1, après, vous pouvez former, tout en le faisant, aux seniors à le faire, cette évaluation. Et après, vous pouvez vérifier tout ça sur la base de données. C'est-à-dire, si quelqu'un ne le fait pas, vous pouvez le recontacter pour le faire, ou si vous voyez qu'il y a une anomalie, le recontacter. Donc, tout ça, c'est le système de l'application qui vous permet de le faire. Donc, c'est un peu plus compliqué, c'est ce qu'on appelle la télésurveillance, mais c'est quelque chose qu'on peut montrer par des formations, par ceux qui seraient intéressés. Ok. Pas d'autres compléments, Christine et Justine, sur la gestion d'alerte? Pour la gestion des alertes, on dispose d'arbres décisionnels pour aider les soignants à gérer convenablement une alerte et à repérer, par exemple, des faux positifs. Donc, on a des arbres de décision et que l'on montre aux étudiants lorsqu'on les forme. Voilà, d'où l'importance de se former. On a Donc, vu que dans la formation, il est prévu de montrer l'utilisation de ces arbres de décision. Et une alerte, par exemple, vous allez être informé quand quelqu'un que vous suivez dans votre clientèle, qui allait bien, tout d'un coup, s'il n'est plus capable de se lever 5 fois d'une chaise, vous allez recevoir une alerte. Il y aura un financement aussi dans le cadre de l'AMI qui est prévu, qui est de 11 € pour chaque patient pour la gestion d'alerte. Effectivement, le fait de recontacter le médecin, recontacter le patient et ensuite le médecin. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il en est du financement dans les autres régions et départements? Je crois que Justine, tu l'as déjà esquissé. Est-ce que tu veux compléter ou on a fait le tour de la question? Sur le financement dans les autres régions, on a vu donc qu'il y avait le financement qui était prévu dans l'AMI pour uniquement l'exercice coordonné dans certaines régions. L'Occitanie, c'était plus large. Ce que je peux vous dire, moi, à titre syndical, comme pour les autres syndicats qui sont présents, c'est que ça fait partie des négociations conventionnelles qui sont actuellement en cours avec l'assurance maladie et que, en tout cas, la fédération a demandé à ce que ça soit un acte conventionné. Mais je crois que les autres syndicats étaient tout à fait d'accord là-dessus. Alors, ce qu'on peut rajouter peut-être, c'est que ICOP, c'est des recommandations de l'OMS. Donc, c'est passé devant tous les filtres de l'OMS. C'est rare quand l'OMS fait des recommandations. C'est international, c'est tous les pays du monde. Après, il faut qu'ils l'appliquent à leur système de santé. Donc, c'est des recommandations de l'OMS. C'est-à-dire qu'à terme, les gouvernements doivent le mettre en place.
Et ICOP, c'est quand même une triple rupture, parce que c'est faire quelque chose de nouveau, ce qui est toujours difficile pour les professionnels de santé, c'est le faire dans la prévention, ce qu'on n'avait pas l'habitude de le faire, et c'est de le faire en digital. Donc, il y a un certain nombre de professionnels de santé et qui ont du mal à le faire. Donc, si vous, les kinés, vous présentez, les kinésithérapeutes, vous démontrez ce qui est actuellement le cas, que vous êtes capable de mobiliser et de le faire plus facilement, sans doute parce que vous avez la clientèle et le savoir-faire que d'autres professions médicales, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez prendre un certain leadership. Merci. C'était effectivement l'objectif de ce défi. Nous avons une kiné salariée qui nous demande est-ce que c'est intéressant de se former au programme ICOP pour les kinés qui sont en milieu hospitalier? Alors, Justine peut répondre, sans doute qu'il va y avoir des financements. Oui, déjà se former à faire l'évaluation approfondie sur le plan de la mobilité, c'est le cœur de métier du kiné, hein. C'est ce que fait le kiné. Avoir une formation un petit peu plus complète pour être une personne ressource dans une équipe, je pense que c'est intéressant. Un élément qu'on a oublié de vous dire, c'est que actuellement, la médecine actuellement, elle vise à faire des diagnostics et proposer des traitements. Mais elle a été créée après la Seconde Guerre mondiale pour traiter les pathologies aiguës de l'adulte jeune. Elle n'est pas adaptée au vieillissement de la population, d'où l'explosion des dépendances. Et elle ne fait pas la prévention. Donc, ICOP, c'est vers la prévention. Et tout professionnel de santé devra aller vers la prévention. Et ICOP donne le cheminement pour, notamment les kinésithérapeutes, pour aller vers la prévention, avec des rémunérations. Merci. Et y compris pour les hospitaliers, bien entendu. Est-ce qu'on peut tester les patients parkinsoniens dans nos cabinets et est-ce que l'on peut tester les personnes vivant dans les résidences pour personnes âgées? Alors, vous pouvez tester toute personne à partir du moment où elle n'est pas dépendante. Si quelqu'un est complètement dépendant, vu que le but c'est prévenir la dépendance, on ne peut pas le faire. Mais si vous avez un parkinsonien qui a une certaine autonomie, au contraire, ça va être utile pour le maintenir autonome et prévenir la dépendance. Et en EHPAD, pour les sujets jusqu'au GIR, qui sont les GIR 4, 5 et 6, ça peut se faire. À partir des GIR 3, 2 et 1, quand quelqu'un est vraiment dépendant, c'est plus l'utilité. En Ça fait, représente à peu près 15 à 20% des résidents en EHPAD qui peuvent bénéficier d'ICOP. En fait, la question qu'il y a derrière, c'est aussi quelle est la définition de la dépendance? Qu'est-ce qu'une personne dépendante? Quels critères objectifs pour dire si elle est Alors, dépendante? Christine pourra le dire, mais ce qu'on considère la dépendance, c'est la dépendance pour les activités de base de la vie quotidienne. Donc, si vous avez quelqu'un qui est plus capable de marcher, si vous avez quelqu'un qui est plus capable de s'habiller ou de faire sa toilette complètement, là, on tombe dans la dépendance. Par contre, si vous avez quelqu'un qui a besoin d'aide pour se déplacer, si vous avez quelqu'un qui a besoin d'une aide légère, là, il peut bénéficier d'ICOP. C'est l'indépendance fonctionnelle, c'est-à-dire avoir un score supérieur ou égal à 5 points sur 6 à l'échelle ADL. Et quand on parle d'aide, on ne parle pas d'aide technique, mais d'aide humaine. La dépendance, c'est la L'aide dépendance. humaine, oui, bien sûr. L'aide humaine. C'est important à préciser Oui, parce que souvent, c'est bien une sûr. question qui remonte. Ouais. C'est une aide humaine. Est-ce qu'on peut participer en tant que kinésithérapeute travailler en centre hospitalier, notamment en hôpital de jour gériatrique? J'imagine que oui. Un hôpital de jour, oui. Voilà, ça correspond. Bien sûr, encore mieux. Mais c'est les missions. Si vous voulez, la gériatrie, le problème de la gériatrie, c'est que 90% des forces des gériatres sont utilisées pour les dépendants. Il faut bien sûr continuer à s'occuper des dépendants, mais il faut surtout éviter aux autres de devenir dépendants. Voilà, là, les gériatres et l'ensemble des professionnels vont essayer de mettre plus de moyens avant que les gens soient dépendants. C'est bien là où on peut faire le plus de progrès. Et en cabinet de kinésithérapie, souvent, on nous les adresse trop tard quand ils sont déjà dépendants. Voilà, on le voit avec la crise Orpea, s'occuper d'une EHPAD de 80 personnes dépendantes, polypathologiques, atteintes de pathologies sévères, c'est extrêmement difficile, que l'établissement soit public ou privé. Est-ce qu'on peut faire le step 2 en dehors de l'exercice coordonné? Oui. Donc, l'Agence régionale de santé nous a dit que oui. Donc, il privilégie l'exercice coordonné, mais c'est possible de le faire en dehors. Justine, quelque chose à préciser pour l'AMI aussi, c'est comment? Oui, en fait, ils disent qu'ils favorisent l'exercice coordonné, mais ils n'excluent pas les professionnels hors exercice coordonné. Voilà. Donc, tous les kinés peuvent le faire. Oui, juste Damien, je vois qu'il y a une question sur la panne qu'on a tous vécue ces derniers jours, effectivement, qui a été très importante.
qui a duré quelques jours, elle était due à une mise à jour du certificat de sécurité. Donc, tout est réparé depuis 13 heures, quel que soit le type de téléphone, que ce soit un Android ou bien un Apple. Et la base de données est accessible aussi à nouveau. Voilà. À Donc, mon on avis, s'excuse pour ce désagrément. à mon avis, si vous pouvez prolonger l'expérimentation et atteindre peu à peu les 10 000, vous montrerez que vous êtes sans doute les professionnels de santé les plus efficaces pour faire ça. Et ce sera un argument extrêmement important. On l'a dit à la ministre, Madame Bourguignon, quand elle est venue nous voir, on le dit aux directeurs généraux d'ARS. Je pense que c'est extrêmement important de prouver qu'on est capable de faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « je veux faire » et qui après ne font pas. Et si vous êtes capable de continuer cette action, je pense que ce sera extrêmement important. Eh ben, Aujourd'hui, les kinésithérapeutes représentent la moitié des professionnels de santé qui font du dépistage, lorsqu'on regarde les chiffres. ah oui, c'est important. Vous Et justement, représentez pratiquement la moitié des professionnels de santé qui ont fait du dépistage. ben, merci. Et justement, c'est une question que je te pose. En fait, il n'y a pas officiellement de date limite du défi, mais on a vu que ça avait démarré fort. Là, on a souhaité faire ce webinaire pour relancer la dynamique qui s'était affaiblie. Et donc, la question se pose, et les URPS se posent la question de décider ou pas de mettre une date limite. Moi, évidemment, je propose aux URPS au moins de le continuer jusqu'à fin avril, ce qui permet de laisser du temps et de faire le point à ce moment-là. Peut-être que c'est intéressant de mettre une date limite pour que les kinés se disent il faut maintenant que je monte dans le train parce qu'après c'est trop tard et j'aurais raté le coche. Mais en même temps, on sait bien que changer les pratiques, et comme l'a dit le professeur Vellas, ça prend du temps. Il faut communiquer, recommuniquer, recommuniquer, répéter, répéter, répéter. Je crois que le professeur Vellas ou Christine Lafont ou Justine Ducrémel font beaucoup aussi de webinaires, font beaucoup de visio et répètent le même message avec tous les professionnels. Et je pense qu'on voit quand même que ça reprend, que ça recommence à augmenter. Et en fait, voilà, ce qu'on peut se dire, c'est que si chaque kiné qui est inscrit sur l'application faisait 5 ICOP, on exploserait les scores, on serait à plus de 10 000 repérages, ce qui est absolument énorme, surtout en 2 ou 3 mois. Donc je crois que c'est important, et comme l'a dit le professeur Vellas, ça nous donne de gros arguments pour pouvoir échanger avec le ministère et négocier avec l'assurance maladie sur les actes conventionnels. Parce que souvent on demande des choses, mais en fait derrière, les professionnels ne sont pas mobilisés. Là, on fait l'inverse, on se mobilise et après on dit vous pouvez nous faire confiance. Surtout que pour prévenir la dépendance, il faut des actions de masse. Et si les kinés sont capables de montrer qu'ils sont capables de faire ces actions de masse, c'est un élément extrêmement important. Merci. Est-ce que le patient paie pour s'auto-évaluer? Non, tout est gratuit. Donc, c'est un programme qui est de l'OMS, tout est gratuit. Les applications, ça a été plus de 2 ans de travail, plusieurs millions d'euros pour développer tout ça, mais tout cela est mis à la disposition par le gérontopole gratuitement, à la fois pour les seniors et pour les professionnels de santé. Corinne Castagnier pose une question à laquelle je ne peux répondre, qui est: quelle rémunération conventionnelle potentielle a été demandée lors des négos conventionnels actuels? Alors, ce qui a été demandé, c'est l'application des tarifs qui sont prévus dans l'AMI, 18 € et 54 €. Maintenant, en n'étant pas moi-même à la table des négociations, je n'ai pas encore eu de retour là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est en cours et que ces négociations sont loin d'être finies. Donc, demander, c'est ni plus ni moins que rentrer dans le champ conventionnel le financement des AMI. Surtout qu'il y a là 2 portes d'entrée. Il y a la négociation que vous faites, mais il y a aussi ICOP qui, en se développant, va faire appel à vous, surtout si vous avez démontré votre capacité à faire. Alors, j'ai en direct de la personne qui est aux négociations, qui présente ce webinaire, qui me répond en direct, que ce qui a été demandé, c'est un acte de repérage et de diagnostic, et de plus, un acte de prévention à tous les âges de la vie. Effectivement, c'est ce qui m'échappait, c'est-à-dire que nous, on considère que la prévention et le bien vieillir, ça commence dès le plus jeune âge, à différents âges clés. On avait déposé un dossier pour ça. Donc, il y a à la fois le sport santé, ça commence dès l'enfance, mais aussi un bilan à 40 ans, puis un bilan au départ à la retraite. Donc, on a demandé ainsi 2 actes. Voilà ce qui est en cours. L'évaluation d'une même personne âgée peut-elle être réalisée par plusieurs professionnels sans connaissance les uns des autres des évaluations faites? Alors, je ne sais pas, c'est peut-être à la fois pour les step 1 et s'il y a un nouveau step 1 à faire au bout de 6 mois ou 1 an, et puis pour le step 2, si on fait que 1 ou 2 items du step 2, est-ce que quelqu'un d'autre peut faire les autres items?
Alors, je crois que c'est l'intérêt, Justine va le dire, mais du système digital, hein. Dans le système digital, le patient, il peut rentrer qu'une fois, non, Justine? Alors non, justement, le système ne bloque pas, mais sur le tableau de bord du professionnel, il verra s'il y a une évaluation de suivi par un autre professionnel de santé et apparaîtra le nom du professionnel de santé. Donc, en fait, le professionnel de santé qui a fait le step 1 initial saura combien de step 1 de suivi a été fait par d'autres professionnels de santé et pourra se mettre en contact avec eux si nécessaire. Et par contre, il verra aussi si un step 2 a été évalué par une équipe de soins, par exemple par une infirmière libérale formée ou à l'hôpital de jour, si jamais ils utilisent bien les outils digitaux. Alors, d'un côté, ça peut éviter des doublons, donc de voir, ce n'est pas la peine de faire quelque chose qui a déjà été fait, mais d'un autre côté, vous pouvez avoir un patient qui a fait avec son médecin traitant le step 1 il y a 6 mois, 1 an, et vous pouvez le refaire après. Et là, c'est tout à fait légitime de le faire, parce qu'on demande de faire le step 1 tous les 6 mois. Et c'est important que les professionnels de santé, s'ils voient le même patient, s'ils l'ont évalué à des intervalles différents, parce que ça permet de voir l'évolution. Donc, non seulement on n'a pas vraiment des doublons, mais en plus, on va voir l'évolution du patient. Et chaque professionnel de santé qui prend en charge un patient, voir ce qu'ont fait les autres professionnels de santé. Donc, ça permet aussi une certaine coordination entre les professionnels de santé, même si ce n'est pas la vocation première de la base de données. Merci beaucoup. Alors, Benoît Guiraud, qui tout à l'heure demandait si on peut faire des évaluations en établissement pour personnes âgées, précisait là que c'était des résidents seniors. Donc, évidemment, résidents seniors, ils sont plus autonomes et je pense que vous serez d'accord avec moi que c'est pertinent. Peut-on faire une évaluation approfondie sur l'application ECOP? Donc, est-ce qu'on peut faire un step 2 sur l'application ECOP? Alors, ça va Pour le venir. moment, non, on ne peut pas. Non, mais ça va venir. Ça n'y est pas encore, mais ça va venir. Ouais. Alors, non, en fait, on a créé le dossier d'évaluation de soins qui est informatisé et qui va être relié à la base de données, mais ça ne sera pas sur l'application ECOP Monitor. C'est un outil en plus qui sera accessible depuis la base de données. Donc, il y aura bien un outil numérique, mais ce ne sera pas l'application, donc un peu moins pratique au téléphone. Un cahier d'observation. Un cahier d'observation. Un cahier d'observation qui sera sur la base de données. Donc, la base de données, c'est vraiment aussi un outil d'approfondissement et de transmission, d'où l'importance aussi d'aller se connecter sur la base de données. Je vous rappelle que la base de données, alors c'était marqué sur Daporama, mais ce sont les mêmes identifiants que pour l'application. Les choses ont été faites de manière très très simple. Est-ce que ça vaut le coup de faire le step 1 sur un patient qui a déjà des troubles cognitifs, démence sénile légère et ou des troubles locomoteurs? Puisque c'est de la prévention, je ne comprends pas si ça concerne aussi ces patients. Si c'est une démence légère, oui, le sujet n'est pas dépendant, le but c'est d'éviter la dépendance. Et si c'est quelqu'un qui a un déficit locomoteur mais qui n'est pas dépendant, c'est-à-dire qui peut continuer à faire un certain nombre d'activités tout seul, oui, il faut l'aider aussi. Vous avez parlé de formation pour le CPTS, je suis très intéressé par la note et j'ai pas eu le temps de noter le contact, donc j'ai vu que Justine a mis dans le fil de discussion son adresse mail. Voilà, je suis en train de le mettre. Il y a des questions aussi sur les coordonnées de la base de données qu'il faudrait peut-être redonner. Oui, mais je vais le mettre dans le chat aussi, enfin dans la discussion. Dans le fil de discussion. Merci. Et quand aura-t-on une identification du patient avec numéro INSEE? N'était-ce pas prévu? C'est en cours. Oui, c'est en cours et l'application doit être dans Ma Santé. Là, hein. Donc, on travaille avec Dominique Pont. Ça doit être une des premières applications qui va être dans Ma Santé. Alors, Ma Santé, c'est l'espace numérique de santé où, en fait, qui va comprendre un ensemble de domaines, aussi bien pour les professionnels que pour les assurés sociaux. Et une des premières choses qui est lancée, c'est le dossier médical sous format numérique de chaque assuré social. Et on va être labellisé aussi INS par rapport à l'application. Donc, on aura aussi une vraie authentification des patients avec le numéro de sécurité sociale. Il y a une question, Sandrine. Je travaille dans une MSP avec une infirmière azalée, Justine. Sachant qu'elle est salariée, peut-elle faire le step 2? Oui, tout à fait. Elle peut faire le step 2. Si elle n'est pas formée aux autres outils de passation, elle peut suivre la formation au webinaire. Si elle connaît bien le MNA, le SPPB, elle peut directement faire le step 2. En Occitanie, il semble que les 1000 premiers steps étaient rémunérés. Qu'en sera-t-il une fois ce seuil dépassé?
comment se passe le défraiement? Alors là, je vais répondre de manière très simple. Donc, les 1000 premiers sont effectivement financés par l'URPS et financés limités. C'est pour ça que c'est une action coup de poing, comme l'a dit Dr. Lafont, mais que ce n'est pas une rémunération pérenne. Et pour être payé, l'URPS Occitanie va prochainement, pour tous ceux qui en ont déjà fait, vous contacter par mail pour que vous renvoyiez une feuille de soins barrée, ce qui permet de vérifier que vous êtes libéral, puisque l'URPS étant une organisation financée par les libéraux, ne finance que les libéraux, et va vous payer par virement. Donc, on va vous demander une feuille de soins barrée et un RIB, et vous serez payé par virement, parce que l'application Ecomonitor permet en fait d'émettre une facture, c'est aussi un logiciel de facturation, donc vous n'avez rien à faire de plus que répondre aux mails que vous recevrez. Et en Occitanie également, il va y avoir une rémunération qui va se faire par l'Agence régionale de santé. Là. Voilà, c'est ça. Oui, Donc, tout à fait. il faut nous contacter. On va vous envoyer la convention de financement qui pourra vous permettre de vous défrayer de toutes les étapes du parcours d'ICOP. Donc, je vous ai mis mon mail. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on vous envoie la convention. Donc, voilà, donc il y a bien 2 financements différents, histoire de ne pas être qu'il n'y ait pas de quiproquo. L'URPS met le pied à l'étrier par une procédure extrêmement simple. Et maintenant, le financement pérenne en Occitanie se fait à la note de l'adresse mail de Justine Kerimel. Et on espère évidemment que les négociations conventionnelles vont aboutir pour que ça concerne toute la France. Bon, vous avez les remerciements d'une kiné pour les remarques positives des 2 médecins et elle a chaud au cœur. Une des difficultés que j'ai trouvées lors de l'utilisation ICOP, c'est la gestion du patient lors du dépistage d'une diminution d'une fonction dont le patient n'avait pas conscience. Audition, psychologie. Avez-vous des conseils pour gérer cette difficulté au moment du test, en plus de faire remonter l'information au médecin? Merci d'avance. Alors, c'est le but. Hein. Il faut bien expliquer à la personne que ce qu'on veut, c'est maintenir ses fonctions pour qu'elle vieillisse en santé et qu'elle puisse continuer à faire ce qu'elle avait envie de faire. Et si on a pu le dépister avant qu'elle s'en rende compte, c'est là qu'on sera le plus efficace. Donc, il faut bien lui dire ça. C'est justement parce qu'elle n'est pas rendu compte qu'on pourra être efficace pour la restaurer avant que ça s'aggrave. C'est l'intérêt de la prévention. Merci beaucoup. Pour les step 1, a-t-on la possibilité de corriger de la saisie lorsqu'on a fait une erreur? Oui, tout à fait. Depuis la base de données directement. Donc, depuis l'application, vous ne pouvez pas revenir en arrière puisqu'il n'y a pas de mise en mémoire sur l'application, mais vous pouvez vous connecter à la base de données et modifier les résultats, modifier Les données. l'acte. Ce qu'on a oublié de dire et qui est très important, bien sûr, vous pouvez l'utiliser, l'outil digital ICOP Monitor, mais si vous voulez, vous pouvez aussi le faire sur papier et saisir les données dans la base de données après. Hein. Nous, à la consultation du gérontopole, c'est ce qu'on fait. Hein. On saisit sur la forme papier et après, on le saisit dans la base de données. Ça prend 1 minute. Donc, ce n'est pas beaucoup plus long. Donc, ceux d'entre vous qui ont l'utilisation facile des applications, utilisez l'application. Ceux qui ont du mal à le faire, faites-le sur papier et après, vous rentrez les bases. Vous pouvez rentrer 10 patients d'un coup sur la base de données, qui permettra la rémunération et le suivi des patients. On a peut-être une dernière question, voir s'il y en a une autre qui pose, mais on arrive à la fin du webinaire. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. Cette dernière question provisoire, c'est sur le tableau de bord pro, comment faire pour gérer les alertes? Alors, on a fait un tutoriel aussi. En fait, il suffit donc de vous connecter, vous cliquez sur le patient, vous allez sur le tableau de bord gestion des alertes. Ensuite, vous cliquez sur la droite gestion des alertes et vous faites ajouter. Et là, vous pourrez modifier le statut de l'alerte et vous pourrez modifier aussi et cocher les items correspondant à cette gestion d'alerte. Après, je peux montrer la base de données si vous voulez test. On m'a envoyé un mail, peut-être que là, il est 9h35, c'est passé, peut-être qu'on va peut-être arrêter. Alors, envoyez, moi, ce que je propose, parce qu'on est assez ouvert, là, il n'y a plus de questions, donc je vous remercie, professeur Velas, et je remercie l'ensemble des intervenants. Je crois que tout le monde a été très, très heureux, et je vois que dans cette discussion, on vous remercie vraiment pour la qualité de l'intervention et que c'était très, très clair. Donc, merci beaucoup et vraiment merci parce que je crois que ça éclaircit beaucoup les propos. Et ce que je proposerais pour ceux que ça intéresse, c'est rester quelques minutes de plus connectés pour ceux que ça intéresse pour que Justine nous montre en direct la base de données parce que j'ai régulièrement des questions sur la base de données et je sais que c'est quelque chose qui est un peu moins
comment dire, qui donne un peu moins envie d'aller qu'une application, puisque l'application de téléphone, c'est très clair. Voilà, donc merci Vous allez beaucoup. voir, c'est très Isabella, un petit mot de intéressant conclusion. et c'est très intéressant et c'est vraiment là qu'on se rend compte quand on voit la base de données. Ben, merci, professeur Vellas. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion avant qu'on fasse ce petit bonus Non, après non, le ce générique? qu'on peut dire, si vous voulez, avec la Covid, au début, on disait aux gens, restez chez vous, quand ça va mal, on appelle le SAMU et vous allez aux urgences avec près de 50% de décès. Et pour la dépendance, qu'est-ce qu'on a fait? Jusqu'à maintenant, on n'a pas fait de prévention. Quand ça va mal, on envoie les personnes aux urgences et vont ensuite dans un service de gériatrie en EHPAD. Donc, ce qu'on veut, c'est arrêter ça et intervenir tôt en regardant les différentes fonctions et ACOP nous permet de le faire. Et donc, c'est indispensable pour y arriver. C'est à la fois efficace pour veiller en bonne santé et en plus, ça coûte moins cher. Voilà, tout à fait. Eh Merci. ben, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et ceux qui s'intéressent, ben, restez avec nous pour la base de données. Merci. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à rester pour la démonstration improvisée de Justine, mais qui maîtrise la chose. Et Alors, pour les autres qui ont faim, etc., bonne soirée. N'oubliez pas non plus de bien noter l'adresse mail de Justine pour pouvoir poser d'autres questions, ou sinon vous avez aussi mes coordonnées. il me faudrait par contre la main pour le partage d'écran depuis, si Euh, possible. Attends. Et c'est Christine Lafont qui l'a, et toi? Est-ce que je peux le récupérer? Et c'est une bonne question parce que je ne t'ai même pas. Je ne sais pas comment te faire pour toi. Bon, alors, je vais Euh, mettre non, mais je vais mettre le lien sur le chat. Attends. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé. C'est bon? Ah, Oui, c'est bon, tu l'as. Ouais, c'est bon. C'est bon, Thierry? Oui. Ah oui, c'est bon. donc voilà. Donc en fait, quand vous vous connectez à la base de données, donc ça c'est une base de données test, vous arrivez sur le tableau de bord des alertes générées. Donc vous allez voir Alors attends, suivi des Justine, alertes. juste la base de données, l'adresse vous a été mise sur le chat et ce Oui, sont les mêmes identifiants que sur l'application. tout à fait. Alors l'adresse que vous voyez n'est pas la bonne puisque c'est une base de données test que je vous montre. C'est pas la vraie base de données. Donc vous vous connectez avec vos identifiants que vous avez créés pour votre inscription à ECOP Monitor. Et lorsque vous rentrez, ça va vous permettre le suivi de vos patients, la gestion des alertes, comme on disait, quand c'est en auto-évaluation de suivi, et également quelques statistiques et caractéristiques de la population que vous avez dépistée, et voir toute la prise en charge ICOP au niveau de ce patient-là, s'il a bénéficié de STEP 1, s'il a bénéficié d'une évaluation approfondie. Donc, quand vous vous connectez, vous allez avoir le tableau de bord des alertes générées par les STEP 1. Donc, vous allez voir plusieurs tendances, comme vous voyez, en rouge, en orange ou en vert, en fonction de l'état de santé de la personne, enfin, des résultats du STEP 1. Si vous voulez traiter cette alerte, donc ce sera le cas, par exemple, si vous pouvez percevoir des financements dans le cadre de l'AMI, on utilisera cette option-là. Donc, vous allez aller sur votre patient et vous allez sur alerte. Voilà, donc là, vous allez en bas sur ajouter et vous allez pouvoir modifier le statut de l'alerte. Soit elle est en cours parce que vous êtes en train de réaliser une action, soit elle est déjà traitée. Et chaque fois va dérouler des items à remplir sur la prise en charge de votre patient. Donc, vous avez contacté le médecin traitant, vous avez contacté le patient, et là, vous lui avez posé des questions selon l'algorithme qu'on a mis dans la formation pour voir si c'est une alerte avérée ou une fausse alerte. Et là, vous allez aussi confirmer les domaines pour lesquels l'alerte était pertinente et si des recommandations ont été appliquées ou pas, et si le patient a déjà bénéficié d'un STEP 1, d'un STEP 2 ou d'un STEP 3, si effectivement dans le cadre d'un STEP 1 de suivi. Voilà. Donc, vous ferez ajouter et ça viendra s'enregistrer sur la plateforme. Donc ça, vous pouvez faire pour chacun de vos patients. Et si vous êtes en exercice coordonné, on peut créer à l'échelle d'un centre, à l'échelle d'une CPTS ou d'une MSP, un dossier partagé commun entre tous les professionnels de santé. Donc, ça veut dire que vos confrères, qu'ils soient kinés, pharmaciens, infirmiers, pourront avoir accès à ces données des patients et voir la prise en charge de ces patients. Donc, lorsque vous allez au questionnaire STEP 1, vous allez voir aussi dans le temps
les évaluations qui auront été faites par les seniors que vous avez inclus dans le programme et qui se sont auto-évalués dans le temps. Donc, par exemple, Gérard Dupont, lui, s'est fait une évaluation de suivi et l'audition vient d'être altérée avec ce nouveau step 1 de suivi. Donc, vous allez faire cette gestion d'alerte dont on vous a parlé tout à l'heure. Vous allez le contacter, voir si l'alerte était avérée. Et si elle est avérée, se mettre en contact avec le médecin traitant ou lui proposer d'aller voir son médecin traitant pour qu'il prenne en charge cette nouvelle anomalie. Quand vous allez sur votre patient, donc la liste de tous vos patients, vous allez pouvoir voir que j'aimerais bien en prendre un bon exemple pour vous montrer. La prise en charge. Donc, vous allez voir, alors là, on me demande si quelqu'un ne s'est pas trompé. Je ne sais pas qui c'est. Donc, vous allez voir en fait tous les dépistages qui ont été réalisés et ensuite tous les steps 2 qui ont été réalisés. Et là, vous allez voir que lorsqu'il y a une évaluation approfondie qui a été faite, soit par le kiné, soit par l'infirmière de votre secteur, les capacités qui ont été altérées et les nouveaux problèmes survenus. Voilà, et qui a réalisé ce step 2, comme je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, vous allez avoir les prochaines dates des évaluations pour vos patients. Et enfin, on a mis en place des statistiques step 1. Donc, vous allez voir en fait sur cette colonne-là, ça va être les caractéristiques de votre patientèle ou de la patientèle de votre CPTS ou de la MSP si vous êtes dans un centre, versus tous les centres de la base de données. Voilà, donc vous allez voir que votre patientèle, comment elle se situe et quels sont les domaines les plus touchés, par exemple. Et pareil pour l'évaluation, enfin pour le statistique step 2, si jamais vos patients ont pu bénéficier d'un step 2 dans le cadre d'ICOP, vous verrez les caractéristiques de cette patientèle-là que vous voyez et que vous avez dépistée. Et enfin, juste une dernière chose, parce qu'on nous pose souvent la question, vous avez la possibilité d'extraire au format PDF les résultats du step 1 que vous pouvez envoyer par exemple au médecin traitant ou que vous pouvez mettre sur votre logiciel métier ou que vous pouvez rajouter dans le logiciel de coordination régionale. Et pareil pour en fait le step 2. Donc là, je n'ai pas d'exemple dans la base de données, mais tout le bilan, enfin le minimum du bilan entier pourra être extrait en PDF et être mis sur l'outil régional. Par exemple, s'il y a besoin d'une coordination de soins autour du plan de soins, les professionnels de santé verront les résultats du step 2, verront aussi le plan de soins. Enfin, nous, c'est ce qu'on a fait dans Spico, par exemple, à l'échelle de la région Occitanie, et pourront déclencher le plan de soins et la coordination du plan de soins autour, enfin, avec Spico. Voilà, grosso modo, toutes les fonctionnalités que propose la base. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, si vous voulez des questions sur la base, c'est maintenant. Mais en tout cas, je crois que c'était assez clair. Et aussi, sur la base, on a aussi pour information quelques statistiques. On peut savoir un peu le nombre de step 1 qui est fait, etc., de voir un peu comment ça fonctionne. Il y a un indicateur d'activité. Voilà. Exactement, c'est là. Donc, vous allez voir tous les professionnels inscrits, le nombre de patients, le nombre de step 1 qui ont été réalisés, la proportion des initiales et des suivis, et par quels outils. Voilà, ce qu'utilisent les professionnels en majorité ou pas, et le nombre de step 2 qui ont été renseignés dans la base de données. Et après aussi, juste comme disait le professeur Velas, si vous souhaitez utiliser du papier et ensuite saisir dans la base, vous pourrez le saisir directement dans Nouveau Step 1. Il suffit de rentrer en fait les mêmes données. Ce ne sont pas les questions qui sont posées, c'est le résultat que l'on saisit. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Encore une fois, l'adresse de cette base de données, Justine vous l'a mis dans le fil de discussion, dans le chat, dans le fil de discussion. Oui, et après, je vois qu'il y a une question. Dans la base, on ne voit que ses propres patients, effectivement, sauf si vous décidez d'être regroupé parmi plusieurs professionnels de santé à l'échelle d'une CPTS ou d'une MSP, auquel cas on peut créer ce centre et vous pouvez partager les données. Voilà. Ce qui fait que le secret médical est bien respecté, c'est un point important. Les données sont hébergées en France et, Oui, voilà, et le secret médical est respecté. On sait que c'est quelque chose auquel sont très attachés les professionnels de santé et aussi les patients. Donc là-dessus, on peut les rassurer. Ben, merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Bon, des grands merci.
Vraiment, merci Justine Ducremel et Christine Lafont. Je crois que vous avez été très très clairs et je pense aussi que c'est apprécié. J'espère que ça va permettre de relancer un peu, de remotiver un peu chacun. Et encore une fois, si sur les 10 000, si sur les 2000 kinés qui se sont inscrits sur l'application, chacun en fait 5, on aura là